9 octobre 1973, 3 heures du matin, plateau du Golan. Le général Israël Tal monte sur une crête où fument encore les carcasses de 17 centurions israéliens. Il compte les tourelles éventrées, une par une. Dans chacune d'elles, 4 hommes sont morts avant même d'avoir entendu le second obus. Tal retire son gant et pose la paume sur le blindage brûlant. Ce qu'il touche ce soir-là n'est pas de l'acier, c'est une équation qui ne peut plus tenir. Israël a 3 300 000 habitants. En 17 jours de guerre, le pays va perdre près de 3 000 soldats et entre 400 et 500 chars détruits de façon irrécupérable. Pour une nation de cette taille, c'est l'équivalent mathématique d'un effondrement démographique partiel. Les États-Unis, ramenés au même ratio, enterreraient 300 000 hommes en 3 semaines. L'Union soviétique, plus d'1 million. Aucune grande puissance du XXe siècle n'a jamais accepté un prix humain aussi concentré dans le temps. Et pourtant, le 8 octobre, dans un bureau de Tel Aviv, le ministre de la Défense Moshe Dayan prononce devant Golda Meir une phrase qui va rester gravée dans l'histoire secrète de l'État hébreu. Il évoque l'effondrement du troisième temple. Il le dit les yeux secs, de sa voix calme d'ancien officier. Celui qui a porté le bandeau noir depuis qu'une balle syrienne lui a arraché l'œil gauche en 1941 ne panique jamais en public. Ce soir-là, il panique. Sur le Golan, les équipages d'Israéliens combattent dans des machines que leurs propres constructeurs ont cessé de fabriquer depuis des années. Des Centurions britanniques des années 50, modernisés 3 fois. Des Sherman américains de la Seconde Guerre mondiale, rééquipés d'un nouveau canon français, d'un nouveau moteur, d'une nouvelle tourelle. Certaines coques ont déjà combattu dans la campagne du Sinaï en 1956, dans la guerre des 6 jours en 1967, et maintenant ici. La même plaque d'acier, 3 guerres, 3 générations d'hommes morts dedans. Le paradoxe est vertigineux. Le pays le plus menacé du Proche-Orient dépend, pour sa survie, de chars que Londres, Washington et Paris lui ont vendus, puis, un à un, ont refusé de continuer à lui livrer. Israël combat avec les restes d'une industrie militaire qui n'est plus la sienne, et qui n'a jamais été conçue pour ses besoins. Tal redescend de la crête au lever du jour. Il ne parle à personne pendant le trajet de retour. Dans sa Jeep, son aide de camp note qu'il regarde par la fenêtre sans bouger, pendant 6 heures, jusqu'à Tel Aviv. Israël Tal n'est pas un bureaucrate de l'armement. C'est l'un des plus grands chefs de blindés du XXe siècle. Et il connaît un tank de l'intérieur, pas du dessus d'une table. Il a rejoint la Haganah à 14 ans, en falsifiant ses papiers. Il a servi comme sergent dans la brigade juive de l'armée britannique en Italie, entre 43 et 45. Il a commandé une division blindée en juin 67, celle qui a traversé le Sinaï en 48 heures et brisé l'armée égyptienne avant que l'ONU ait fini de rédiger une résolution. Cet homme-là, le 10 octobre 73, rentre dans son bureau et fait une chose simple. Il demande la liste nominative des pertes blindées de la semaine écoulée. On lui apporte un classeur, il l'ouvre, il lit. Ce qu'il trouve à l'intérieur va transformer la doctrine militaire mondiale. Mais personne, ce matin-là, ne le sait encore. Ni Tal, ni Dayan, ni Golda Meir, ni les ingénieurs qui, 6 ans plus tard, verront sortir d'une usine de Haïfa la silhouette la plus anormale de l'histoire du char moderne. Pendant que Tal lit les noms, à 5 kilomètres de là, une réunion se tient au quartier général du corps blindé. Les officiers discutent de ce qu'il faut racheter d'urgence aux Américains, des M60, des pièces détachées pour les Patton. Tout le monde parle matériel, personne ne parle doctrine. C'est là que Tal, arrivé en retard, pose la question qui fera basculer le débat, puis l'industrie, puis l'histoire. Il demande pourquoi les équipages israéliens meurent plus vite que les équipages ennemis dans des chars de qualité comparable, sur le même terrain, avec le même armement. Personne ne répond. Les colonels se regardent. Quelqu'un tente une explication tactique. Tal l'interrompt. « Ce n'est pas la tactique, dit-il, c'est la machine. » Il développe en 3 phrases. Un char occidental est conçu autour du canon. L'équipage serre l'arme. Si l'équipage meurt, on recrute un autre équipage. Les Soviétiques font la même chose. Les Américains font la même chose. Les Britanniques, les Allemands, les Français font la même chose.
100 ans de doctrine blindée depuis la Somme en 17. Tout le monde construit pareil. Mais Israël, dit Tal, ne peut pas recruter un autre équipage. Pas à cette échelle, pas à ce rythme, pas sans s'effondrer. Un colonel demande ce qu'il propose. Tal répond qu'il ne sait pas encore. Il sait seulement que la logique entière du char moderne repose sur un pari démographique que son pays ne peut pas tenir. Le reste de la réunion se tient dans un silence lourd. Les officiers comprennent ce qu'ils entendent, mais aucun ne sait quoi en faire. On a construit des chars pendant 56 ans sur la même philosophie. Renverser cette philosophie signifie construire une machine qui n'existe nulle part sur la planète, sans aide étrangère, dans un pays en état de choc qui vient de perdre l'équivalent de 2 divisions blindées en 3 semaines. Tal sort de la réunion sans attendre la fin. Il rentre chez lui, il pose son képi sur une chaise, s'assied à sa table, prend une feuille. Il commence à écrire. Pas un dessin, pas un plan. Une liste de questions. Combien d'hommes dans un équipage? Où est le moteur sur tous les chars existants? Pourquoi exactement il est là et pas ailleurs? Quels sont les angles morts d'un centurion face à un missile anti-char soviétique de nouvelle génération? Combien de secondes s'écoulent entre un impact et la mort de l'équipage? Ces questions, d'un point de vue occidental orthodoxe en 1973, sont mal posées. Un ingénieur militaire normal se demande comment rendre un canon plus précis, un blindage plus épais, un moteur plus puissant. Tal, lui, se demande quelque chose que personne n'a jamais osé formuler aussi frontalement depuis que les chars existent. Il se demande comment construire une machine dont le but premier ne serait plus de détruire l'ennemi, mais de ramener ses propres hommes à la maison. Dans la doctrine blindée de 73, cette phrase est une hérésie. Un char qui ne vise pas l'efficacité maximale au feu est par définition un char inférieur. Tal le sait, ses interlocuteurs le savent. Les Américains, quand ils entendront parler de ces idées 2 ans plus tard, le prendront pour un excentrique. Les Britanniques auront une réaction plus cruelle. Ils ne répondront pas. Mais Tal a un avantage que n'ont ni les Américains, ni les Britanniques, ni même les Soviétiques. Il a vu, la nuit du 9 octobre, ce que le 3e temple regarde dans les yeux quand il se penche au bord du gouffre. Il a compté les tourelles. Il a touché le blindage brûlant. Il sait, physiquement, pas intellectuellement, ce que pèse une division blindée qui brûle. Il repose son stylo à l'aube. Sa feuille est pleine. Il la plie en 4 et la met dans sa poche. Dans 6 mois, cette feuille aura donné naissance à un document officiel qui sera distribué à 20 personnes dans tout l'appareil de défense israélien. Dans 3 ans, Shimon Peres, devenu ministre de la Défense, signera le décret de lancement du programme. Dans 6 ans, le premier char de série sortira d'une usine de Haïfa. Mais avant cela, il reste une chose à comprendre. Pourquoi, en 1973, Israël en est-il arrivé à combattre dans des centurions de seconde main et des Sherman rafistolés? Pourquoi ce pays riche, allié des plus grandes puissances occidentales, n'a-t-il plus un seul fournisseur fiable de chars modernes? La réponse n'est pas à Tel Aviv. Elle est à Paris, à Londres et à Washington. Elle commence un matin de juin 67, quand un vieux général français, dans un palais du 8e arrondissement, décide, seul, contre l'avis de son propre ministre des Affaires étrangères, de couper les livraisons d'armes à un pays qu'il appelait encore, 6 mois plus tôt, un ami. 5 juin 1967, 9h du matin, palais de l'Élysée. Charles de Gaulle signe un communiqué de presse d'une dizaine de lignes. Le texte annonce que la France suspend ses livraisons d'armes à tous les États belligérants du Proche-Orient. En théorie, la mesure est neutre. En pratique, elle ne concerne qu'un seul pays. Aucun État arabe n'achète ces Mirages à Paris. Israël, lui, vient d'en commander 50 de plus. À la même heure, au-dessus du Sinaï, les Mirage 3 israéliens décollent vers les aérodromes égyptiens. Dans les 3 heures qui suivent, ils détruisent au sol plus de 300 appareils de l'aviation de Nasser. C'est l'opération Moked, celle qui décide la guerre des 6 jours avant même que l'infanterie ait bougé. Ces Mirages sont français. Leurs pilotes ont été formés en partie en France. Leurs moteurs Attar ont été assemblés à Villaroche.
Et au moment précis où ils remportent la plus grande victoire aérienne du XXe siècle, le pays qui les a construits décide de ne plus jamais leur envoyer une pièce détachée. L'ironie a une précision d'horlogerie. La France coupe le cordon le jour exact où elle aurait pu en tirer la gloire éternelle. Il faut comprendre d'où vient ce divorce. Dans les années 50, Paris et Tel Aviv sont des alliés quasi secrets. La France livre à Israël l'AMI-13, un petit char léger, rapide, qui va équiper les brigades blindées israéliennes dans la campagne du Sinaï en 1956. Les usines de Roanne et d'Issy-les-Moulineaux travaillent à plein régime pour les commandes israéliennes. Les ingénieurs des deux pays partagent des bureaux. Sur le réacteur nucléaire de Dimona, dans le désert du Negev, des techniciens français travaillent en civil, officiellement absents de la liste du personnel. Entre 56 et 66, la France est, concrètement, le premier fournisseur d'armes d'Israël. Puis, De Gaulle change d'avis. Pas pour des raisons morales, pour des raisons stratégiques. Il veut réconcilier la France avec le monde arabe après la guerre d'Algérie, récupérer les marchés pétroliers, rouvrir les ambassades. Israël devient, dans ce calcul, un encombrement diplomatique. Il le déclare lui-même quelques mois plus tard, lors d'une conférence de presse devenue célèbre, où il qualifie le peuple juif de peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Les mots sont soupesés. Ils ne sont pas maladroits. À Tel Aviv, dans le bureau de Shimon Peres, cet ancien directeur du ministère de la Défense qui a passé les années 50 à négocier chaque boulon avec les Français, on lit le communiqué du 5 juin avec un calme glacial. Peres ferme le dossier, se lève et dit une phrase que ses collaborateurs noteront plus tard. « Il faudra construire nous-mêmes tout ce que les autres refuseront de nous vendre. » Cette phrase, en 67, ressemble à une déclaration d'intention romantique. En 73, elle deviendra un plan industriel. Mais la France n'est que le premier verrou. Londres va claquer la porte différemment, plus poliment, plus lentement, beaucoup plus douloureusement. Fin des années 60, le Royaume-Uni développe son nouveau char lourd, le Chieftain. C'est la machine la mieux blindée de l'OTAN, pensée pour arrêter les divisions soviétiques dans la plaine d'Allemagne du Nord. Israël s'intéresse au projet dès le départ. Un accord de coopération est signé. Des ingénieurs israéliens viennent travailler dans les bureaux d'études britanniques. Des officiers blindés israéliens, qui ont combattu dans les déserts du Sinaï et les collines du Golan, apportent aux Britanniques quelque chose que ceux-ci n'ont pas. L'expérience récente du combat blindé réel. Des données balistiques, des retours d'exploitation, des observations sur le comportement de l'acier face aux munitions soviétiques. Israël paie pour entrer dans le programme. Et Israël donne plus qu'il ne reçoit. Puis, en 1969, Londres annonce à Tel Aviv que l'affaire est terminée. Pas de Chieftain pour Israël. La raison officielle est floue. La raison réelle est écrite en lettres majuscules dans les câbles diplomatiques britanniques. Les pays arabes, producteurs de pétrole, ont fait savoir qu'une livraison de Chieftain à Israël aurait des conséquences sur les contrats pétroliers avec Londres. Le ministère des Affaires étrangères cède. Le ministère de la Défense s'incline. Les ingénieurs israéliens font leur carton. Ils rentrent à Tel Aviv. Mais ils ne rentrent pas les mains vides. Ils rentrent avec, dans la tête, les plans, les schémas, les calculs, les méthodes de travail, les solutions aux problèmes que les Britanniques ont résolus et celles aux problèmes que les Britanniques n'ont pas encore vus. L'Angleterre croit fermer une porte. Elle vient, en réalité, de signer l'acte de naissance d'une école blindée concurrente. Reste Washington. L'Amérique, elle, ne coupe pas. Elle vend. Elle livre les Patton M60, les hélicoptères, les avions. Mais elle fait comprendre, dès le début des années 70, qu'elle ne transférera jamais la technologie la plus récente. Israël aura les M60, il n'aura pas les plans. Il aura les pièces, il ne saura pas les fabriquer. Il sera client, jamais partenaire. Et en 73, quand les stocks fondent sous les coups, le pont aérien américain prend 11 jours à se mettre en place pendant que les équipages brûlent sur le Golan. 11 jours pendant lesquels un président américain hésite, négocie, consulte, calcule les conséquences sur le prix du baril. La leçon, pour l'État hébreu, tient en 3 mots.
On ne peut pas gagner une guerre de survie avec des armes dont la clé reste dans une capitale étrangère. En janvier 1974, 3 mois après la dernière tourelle éventrée du Golan, Shimon Peres succède à Moshe Dayan au ministère de la Défense. Dayan, rendu politiquement radioactif par le désastre d'octobre, tombe. Peres monte. Et sur la table qui l'attend, parmi les dossiers urgents, il y a un mémorandum de 23 pages signé Israël Tal. Le document s'appelle, dans les archives israéliennes, le papier blanc de Tal. Il décrit les spécifications d'un char qui n'existe pas encore, qui n'a aucun équivalent dans aucune armée du monde, et dont le cahier des charges inverse méthodiquement chacun des principes orthodoxes de la doctrine occidentale. Moteur à l'avant. Équipage au centre, protégé par le bloc moteur. Porte arrière pour l'évacuation. Conception modulaire permettant de changer une partie blindée abîmée sans renvoyer le char en usine. Tout dans ce document est anormal. Tout dans ce document est une réponse directe aux morts de 73. Peres lit le mémorandum en une nuit. Le lendemain matin, il convoque Tal. La réunion dure 2 heures. À la sortie, Peres donne son accord de principe au lancement du programme. Le budget n'existe pas. L'usine n'existe pas. Les ingénieurs qualifiés sont une quarantaine dans tout le pays. Israël, en 1974, n'a jamais produit un seul char entier de toute son histoire. Il s'apprête à en fabriquer un que personne au monde n'a su ou n'a osé dessiner. Et à l'intérieur des bureaux d'études qui commencent à s'organiser dans la banlieue de Tel Aviv, un jeune officier du corps blindé, qui vient de survivre à la bataille du Golan, pose à Tal une question simple. Si on met le moteur à l'avant, où va-t-on mettre le canon ? Tal sourit pour la première fois depuis octobre. Il répond en une phrase. Le canon, dit-il, n'est plus le problème. Pour comprendre pourquoi la phrase de Tal est une bombe, il faut regarder un T-62 soviétique coupé en tranches, un Léopard 1 allemand, un M60 américain, un AMX-30 français. 4 machines construites entre 60 et 65 dans 4 pays séparés par des idéologies, des langues et des doctrines inconciliables. Et pourtant, si on les désosse, on trouve la même disposition presque au millimètre près. Moteur à l'arrière, transmission à l'arrière, tourelle au centre, équipage empilé sous la tourelle, entouré de munitions. Le pilote, seul, assis à l'avant dans un caisson séparé. 100 ans de guerre blindée, de la Somme en 17 jusqu'à la plaine d'Allemagne en 65, et 4 écoles nationales rivales tombent d'accord sur le même schéma. Ce n'est pas un hasard. C'est le produit d'une logique tenue pour évidente. Plus le canon est haut, mieux il voit. Plus le char est bas, moins il se fait repérer. Donc le bloc moteur lourd va derrière pour équilibrer la tourelle et garder le centre de gravité stable. L'équipage se glisse là où il reste de la place, c'est-à-dire au milieu de la chaîne d'explosifs. Tal, dans son papier blanc, détruit cette évidence avec une question d'enfant. Pourquoi ? La question paraît naïve, elle est dévastatrice. Aucun manuel d'ingénierie militaire, en 1974, ne contient la réponse. La disposition arrière du moteur est justifiée partout par des formules techniques qui, examinées de près, décrivent des conséquences, pas des causes. On place le moteur à l'arrière parce qu'on l'a toujours placé à l'arrière. C'est ça, la vraie réponse, et personne ne veut la prononcer. Tal la prononce, puis il la renverse. Dans les bureaux d'études qui s'installent à Tel HaShomer, en banlieue de Tel Aviv, une quarantaine d'ingénieurs commencent à dessiner. Le premier croquis fonctionnel, daté de fin 1974, montre une silhouette qu'aucun officier blindé au monde n'a jamais vue. Le nez du char est massif, incliné, enflé comme le front d'un taureau. À l'intérieur de ce nez, un moteur continental de 12 cylindres refroidi par air. Derrière le moteur, la transmission. Derrière la transmission, le pilote. Puis la tourelle. Puis, tout à l'arrière, une cavité vide qui ne correspond à rien de connu. Un officier du corps blindé, en regardant le plan pour la première fois, demande à voix basse si c'est une erreur d'imprimerie. Ce n'est pas une erreur, c'est la porte arrière. La cavité vide sert à 3 choses simultanément. Elle permet au chef de char et à son tireur, en cas d'incendie du compartiment de combat,
de sortir sans escalader la tourelle sous le feu ennemi. Elle permet de charger les obus de l'extérieur, blindage fermé, sans jamais exposer l'équipage. Et elle permet, dans une situation que Thal décrit dans une note interne avec une précision clinique, d'évacuer un équipage ami dont le char vient d'être détruit à proximité en les prenant à bord par l'arrière pendant que la tourelle israélienne continue de tirer vers l'avant. Aucun char au monde n'a jamais offert cette fonction. Aucun char au monde, depuis, ne l'a copié intégralement. Mais le papier blanc déclenche, à l'état-major, une guerre presque aussi dure que celle d'octobre. Une fraction importante du corps blindé israélien rejette le projet. Les arguments sont rationnels, précis et, selon les standards de l'époque, irréfutables. Un char avec le moteur à l'avant aura un profil plus haut, donc plus visible, donc plus vulnérable à moyenne distance. Le bloc moteur, encaissant les impacts, sera rapidement détruit, clouant le char sur place. La porte arrière fragilise le blindage dans une zone où, justement, toutes les écoles militaires conseillent de renforcer. Et le coût de développement, évalué en 75 à plusieurs centaines de millions de dollars pour un pays qui vient de consacrer près de 20% de son produit intérieur brut aux dépenses militaires, est considéré comme une folie budgétaire. Pour moins cher, on peut acheter 3 régiments de M60 américains prêts à rouler. Un général de l'état-major, dont les initiales apparaissent dans les archives mais dont Thal n'a jamais cité le nom en public, résume l'opposition d'une phrase qui va circuler pendant des mois dans les couloirs de la défense israélienne. Il dit que Thal ne construit pas un char, mais un cercueil blindé pour ses idées personnelles. L'insulte est calculée. Elle vise précisément l'homme qui a passé la nuit du 9 octobre à compter les vrais cercueils blindés sur le Golan. Thal ne répond pas publiquement. Il fait quelque chose de plus efficace. Il commande, sur ses propres crédits, une série de tests balistiques. On fixe un bloc moteur de char contre un mur d'acier. On tire dessus avec des missiles anti-chars soviétiques Sager, des obus perforants de 115 mm, des charges creuses de lance-roquettes RPG-7. On mesure ce qui traverse, ce qui reste bloqué, ce qui fond, ce qui explose. Les résultats, classés secret défense pendant 10 ans, tiennent en une page. Un bloc moteur, même abîmé, même partiellement détruit, absorbe entre 60 et 80% de l'énergie cinétique d'un projectile anti-char de l'époque avant de laisser passer quoi que ce soit vers l'équipage. Un équipage placé derrière ce bloc survit dans une proportion qu'aucun char classique ne peut approcher, même avec un blindage frontal 2 fois plus épais. La théorie de Thal n'est plus une intuition, c'est une démonstration. Peres signe le budget complet en 1977. La production est confiée à un complexe industriel de Haïfa qui jusque-là ne fabriquait que des pièces de rechange. Les premières coques sortent en 1978, peintes en gris sable, silhouettes étranges alignées dans une cour fermée sous surveillance armée. L'armée israélienne annonce le programme au public en 1979. Le char reçoit un nom. On l'appelle Merkava, qui signifie char, mais pas n'importe quel char. C'est le mot utilisé par le prophète Ézéchiel, au VIe siècle avant notre ère, pour décrire la vision du char céleste de Dieu dans le premier chapitre de son livre. Un État qui a combattu, 6 ans plus tôt, pour ne pas devenir le 3e temple effondré, donne à sa première machine de guerre nationale le nom d'une vision biblique. Le symbole est à la mesure du pari. En octobre 1979, 6 ans jour pour jour après la nuit du Golan, la première unité de Merkava Mark I entre en service dans le corps blindé israélien. Le parcours de validation a duré 72 mois entre la signature de Peres et la première livraison opérationnelle. À titre de comparaison, le programme du char Leclerc, lancé en France en 1978, aboutira à une mise en service en 92. 14 ans. Israël a produit son premier char national en moitié moins de temps que la France, avec un budget inférieur, dans un pays en guerre larvée permanente. Mais un char qui sort d'usine n'est pas un char. Un char, c'est une machine qui a traversé le feu. Et les Merkava qui roulent sur les routes d'essai du Negev en décembre 1979 n'ont encore jamais tiré une seule munition de guerre sur un ennemi réel. Cet ennemi les attend. Il est en Syrie, dans la vallée de la Beka. Il vient de recevoir de Moscou, par milliers, un nouveau chasseur de chars dont le nom n'est pas encore connu à Tel Aviv. Et le jour où les 2 machines se croiseront pour la première fois, personne ne sait encore laquelle des 2 restera debout.
6 juin 1982, 5h40 du matin, frontière nord d'Israël, secteur de Metula. La première colonne de Merkava Mark I franchit la ligne bleue en direction du Liban Sud. Les chars avancent en formation serrée, moteurs grondant dans l'air humide de la vallée de la Houla. Sur la tourelle du char de tête, un jeune commandant de 23 ans, qui était encore en école secondaire quand Tal rédigeait son papier blanc, regarde devant lui. Il ne sait pas qu'il conduit, cette nuit-là, la première machine de guerre entièrement israélienne à quitter le territoire national pour aller se battre ailleurs. L'opération s'appelle « Paix en Galilée ». Son but officiel est de repousser les positions palestiniennes à 40 km de la frontière. Son but réel, que le ministre de la Défense Ariel Sharon cache à une partie de son propre gouvernement, est d'aller jusqu'à Beyrouth et de briser la présence syrienne au Liban. Sharon ment à son cabinet. Ses chars ne mentent pas. Dans la vallée de la Beka, les divisions blindées syriennes attendent. Elles disposent de l'équipement le plus moderne que Moscou ait accepté d'exporter en dehors du pacte de Varsovie. Des T-62 de dernière génération, des T-72 flambant neufs, et surtout, disséminés dans les collines, des équipes de missiles anti-chars, Sager et Concourse, qui ont fait trembler les Israéliens en 1973. Le 9 juin, la confrontation a lieu. Au sud de la route de Damas, dans une zone de collines caillouteuses couverte d'oliviers morts, les Merkava rencontrent pour la première fois des T-72 syriens. Le combat dure environ 2 heures. Les détails précis des 10 premières minutes, classés pendant 20 ans, sont encore partiellement censurés aujourd'hui. Ce qui est établi, c'est qu'à la fin de l'engagement, aucun équipage israélien n'est mort à l'intérieur d'un Merkava touché, alors que plusieurs chars israéliens ont été atteints, certains sérieusement. Côté syrien, les pertes sont lourdes, mais les chiffres exacts restent disputés selon les sources. Un détail surgit des débriefings de la première semaine de guerre et fait le tour des états-majors occidentaux en moins d'un mois. Un Merkava touché par un missile Sager dans la vallée de la Beka a continué à combattre pendant près de 20 minutes après l'impact, l'équipage n'ayant subi qu'une commotion. Le bloc moteur avant avait absorbé la charge creuse presque intégralement. Le char est rentré par ses propres moyens à la base arrière. Son chef, interrogé, a déclaré que l'équipage avait d'abord cru à un accident mécanique, tant la détonation était assourdie depuis l'habitacle. Un missile, conçu pour percer 100 mm d'acier laminé, venait d'être absorbé par un moteur continental. À Washington, au bureau du renseignement militaire du Pentagone, un analyste lit ce rapport et appelle son supérieur. En 3 semaines, une délégation américaine est discrètement envoyée à Tel Aviv pour obtenir les données techniques de l'événement. Les Israéliens, polis mais amusés, expliquent que la philosophie du char, précisément celle que l'Occident avait écartée comme excentrique, vient de prouver sa valeur sur le terrain. Dans le même temps, à quelques kilomètres au sud, un épisode va valider l'autre pari de Tal, celui que personne, même dans le corps blindé israélien, ne prenait vraiment au sérieux. Un centurion israélien, modernisé et renommé Shot, est touché par un obus anti-char près du village de Jezin. Le char s'immobilise. 2 membres d'équipage sont blessés, le conducteur grièvement. Les rescapés ne peuvent pas sortir par la tourelle, exposés au tir d'un mitrailleur lourd embusqué à 200 mètres. Un Merkava de la même compagnie s'approche, se positionne en diagonale pour couvrir le Shot immobilisé et ouvre sa porte arrière. Les blessés sont extraits du Centurion et transférés dans le Merkava sous la protection du bloc moteur avant, qui reçoit pendant la manœuvre plusieurs impacts légers sans dommages. L'opération dure un peu moins de 10 minutes. Les 3 hommes survivent tous. Le conducteur du Shot perdra une jambe, mais ne mourra pas. Cet épisode, raconté ensuite dans les cercles militaires israéliens presque comme une anecdote, est en réalité l'événement le plus important de la carrière de la Merkava. C'est la première fois, dans l'histoire moderne de la guerre blindée, qu'une caractéristique de construction d'un char permet à un équipage ami d'être sauvé par une machine alliée sous le feu direct. Aucun T-72, aucun Léopard, aucun M-60 n'aurait pu effectuer cette manœuvre. Personne n'y avait pensé. Personne, sauf un général qui avait compté les morts au Golan 9 ans plus tôt. Les statistiques publiques de la guerre du Liban, sur la question des pertes d'équipage blindés israéliens, sont restées partiellement classifiées.
Les chiffres les plus largement cités indiquent que le taux de survie des équipages de Merkava dans des véhicules touchés pendant l'été 82 était significativement supérieur à celui observé dans toutes les guerres précédentes d'Israël, et sans équivalent dans les armées étrangères comparables de l'époque. Les ordres de grandeur évoqués par plusieurs historiens militaires suggèrent que la probabilité pour un tankiste de sortir vivant d'un char touché était, à bord d'un Merkava, au moins 2 fois plus élevée qu'à bord d'un char occidental ou soviétique standard de la même génération. Les Israéliens eux-mêmes, à l'époque, refusent de publier les chiffres exacts, estimant qu'ils donneraient des indications utiles à l'ennemi sur les seuils de vulnérabilité du blindage. À Moscou, au même moment, les analystes du Glavnoye, Broni-Tankovoye ou Pravleniye, la direction générale des blindés de l'armée rouge, lisent les rapports syriens avec une inquiétude grandissante. Un officier supérieur, dans une note interne dont le contenu émergera dans les archives 30 ans plus tard, écrit que les Israéliens viennent de résoudre, avec un char que personne ne croyait possible, un problème sur lequel le bureau d'études de Kharkov travaille depuis 15 ans sans succès. Le problème s'appelle, dans la terminologie soviétique, la survivabilité de l'équipage après perforation du compartiment de combat. Un Merkava touché conserve son équipage vivant. Un T-72 touché, non. Les soviétiques, dans cette dépêche, utilisent un mot qu'ils n'emploient presque jamais sur un sujet militaire étranger. Ils parlent de rupture doctrinale. Le Merkava Mark I, au sortir de l'été 82, n'est plus un projet expérimental. C'est un système d'armes qui a démontré en combat réel, contre l'équipement soviétique le plus moderne, contre des missiles conçus pour percer le blindage occidental, et dans des conditions que Tal n'avait anticipées que sur le papier, la validité d'une philosophie que toutes les grandes puissances du siècle avaient écartée. Tal, à 60 ans, est convoqué à la Knesset pour un exposé à huis clos devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Il parle pendant 40 minutes. À la fin, un député de l'opposition lui pose une question. Il lui demande si la Merkava est, maintenant, un char parfait. Tal réfléchit un instant, puis répond avec le calme qu'on lui connaît. Il dit qu'aucun char n'est parfait. Il ajoute qu'un jour, une arme apparaîtra qui rendra obsolète tout ce qu'ils viennent de construire. Il ne sait pas quand. Il ne sait pas qui la fabriquera. Mais cette arme-là, déjà, existe dans un laboratoire soviétique. Elle est petite. Elle est portable. Un seul homme peut la transporter dans une caverne. Et en 1982, elle n'attend que son premier acheteur. 12 août 2006, vallée de Saloukié, sud du Liban, 17 heures. Un Merkava Mark IV avance prudemment le long d'une piste bordée de plantations de tabac. À bord, 4 hommes. Un commandant réserviste, un tireur, un chargeur et un conducteur. Le char appartient à la 101e brigade blindée, engagée depuis 5 jours dans ce que l'état-major croit être une opération de nettoyage. Le commandant, un ingénieur civil de Haïfa rappelé sous les drapeaux 3 semaines plus tôt, a 41 ans et 2 enfants. Il ne verra pas la suite de sa mission. Depuis le matin, 12 Merkava de la brigade ont été touchés dans la vallée. Pas par des chars, pas par des avions, par des hommes à pied, cachés dans les vergers, tirant des missiles que l'armée israélienne n'avait jamais affrontés en quantité. On les appelle cornets. Ils ont été conçus dans les bureaux d'études de Toula, en Russie, à la fin des années 90. Ils pèsent moins de 30 kilos. Un opérateur peut les porter sur le dos. Leur charge tandem est prévue pour percer un blindage composite moderne au-delà de 1000 mm équivalent d'acier. C'est exactement le seuil que la Merkava Mark IV, la plus protégée de toute la lignée, est censée offrir en protection frontale. L'Iran a livré ses missiles au Hezbollah par le biais de la Syrie depuis 3 ans. Le renseignement israélien en avait signalé la présence, sans soupçonner les quantités. Dans la vallée de Saloukié, ce 12 août, ce ne sont pas des dizaines de cornets qui attendent. Ce sont des centaines, dispersés dans un dispositif conçu par un ancien officier iranien des gardiens de la Révolution, qui a passé 2 ans à cartographier chaque coude de la route, chaque angle mort, chaque position de tir possible à 800 mètres de distance. Le missile qui touche le Merkava du commandant réserviste arrive par le flanc gauche, juste au-dessus du train de roulement. Le blindage latéral est moins épais que le frontal, parce qu'aucune doctrine blindée, pas même celle de Tal,
n'a jamais réussi à blinder un char sur tous les axes de façon égale. La charge creuse perce. L'intérieur du compartiment de combat prend feu en moins de 3 secondes. Le commandant est tué sur le coup. Le tireur est blessé grièvement. Le chargeur et le conducteur, eux, vivent. Ils vivent parce que le bloc moteur avant, inutile pour ce missile-là qui est entré par le côté, a été compensé par un autre élément de la philosophie de Thal. Un dispositif d'extinction automatique conçu pour éteindre un incendie d'habitacle en moins d'1 seconde et demie. Les 2 rescapés évacuent par la porte arrière pendant que les munitions du compartiment latéral commencent à cuire. Ils courent 150 mètres à travers le champ de tabac. Un 2e Merkava les récupère. Leur propre char, derrière eux, continue à exploser pendant presque 1 heure. Pendant la guerre des 34 jours de 2006, le Hezbollah parvient à endommager environ 50 Merkava de différentes versions, selon les chiffres publiés ensuite par une commission d'enquête israélienne. Une petite minorité d'entre eux, moins de 10, est considérée comme détruite de manière irrécupérable. 23 tankistes israéliens meurent pendant le conflit. Rapporté au nombre de chars touchés, ce chiffre reste, en termes de taux de survie par impact, l'un des plus bas jamais enregistrés dans un conflit blindé de haute intensité, malgré la sophistication des armes adverses. Le paradoxe est presque cruel. La Merkava Mark IV, en 2006, est atteinte, perforée, parfois incendiée, parfois abandonnée sur le terrain. Le char, sur le papier, a échoué à remplir son rôle de machine invulnérable. Mais l'équation que Thal avait posée 33 ans plus tôt sur les cendres du Golan n'était pas une équation de blindage. C'était une équation humaine. Et sur ce plan-là, le char tient. À ce moment-là, en France, le char Leclerc existe depuis 14 ans. 1472 unités ont été produites. Aucune, en 2006, n'a jamais vu un combat réel. Les Leclerc français sont déployés au Kosovo, en mission de maintien de la paix, au Liban, dans le cadre de la FINUL, sans jamais tirer un obus en conditions opérationnelles. Les Leclerc émiratis, vendus à Abu Dhabi, ne combattent pas non plus à cette date. 2 écoles blindées, 2 destins. L'une fabrique des chars qui brûlent et dont les équipages sortent vivants. L'autre fabrique des chars qui ne brûlent pas, parce qu'on ne les a jamais mis à l'épreuve. Israël Thal, à 82 ans en 2006, suit la guerre depuis sa maison de Tel HaShomer. Ses proches racontent qu'il lit chaque jour les bulletins de perte et qu'il pose à voix haute, sans attendre de réponse, la même question qu'il avait formulée en octobre 1973. Il demande combien d'hommes sont rentrés. Pas combien de chars ont brûlé, combien d'hommes. Thal meurt le 8 septembre 2010, à 86 ans, dans un hôpital de Tel Aviv. Les funérailles sont discrètes, par sa propre demande. Un seul officier actif du corps blindé prend la parole. Il dit une phrase que les journaux israéliens reprendront le lendemain. Il dit que le général Thal est mort en sachant que plusieurs milliers d'hommes, quelque part dans le pays, étaient rentrés chez eux à cause de lui. La Merkava, elle, continue de rouler. En décembre 2023, dans la bande de Gaza, la version Mark IV Barak entre en combat urbain intensif contre le Hamas. Les équipages utilisent la porte arrière, telle qu'elle avait été dessinée en 1974, pour évacuer des blessés civils palestiniens trouvés sous les gravats, puis des soldats israéliens dont les véhicules blindés de transport avaient été détruits par des mines. La caractéristique conçue pour le Golan en 1973, testée en BK en 1982, éprouvée à Saloukié en 2006, continue de sauver des vies dans des conditions que Thal n'aurait jamais pu imaginer. Et dans la vallée de Saloukié, en août 2006, à la tombée de la nuit, les 2 rescapés du Merkava touché marchent vers l'arrière le long de la piste. Ils sont couverts de suie. Le conducteur a les mains brûlées. Ils ne parlent pas. Derrière eux, à 300 mètres, leur char continue de flamber dans le champ de tabac, éclairant les montagnes libanaises d'une lueur orange qui dure presque jusqu'à l'aube. Ils marchent, ils respirent, ils rentrent. C'est tout ce que le général Thal avait demandé. Si cette histoire vous a intéressé, appuyez sur le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et en commentaire, répondez à cette question. Pensez-vous qu'une armée qui accepte de perdre ses équipages, comme les Américains avec leur Sherman en Normandie, finit par gagner plus de guerres qu'une armée qui refuse de les perdre, comme les Israéliens avec leur Merkava?
La réponse n'est pas évidente. Les historiens en débattent encore. Dans la prochaine vidéo, nous allons suivre la piste d'un char qui, lui, n'avait pas de tourelle du tout. Pas par erreur, par choix. Un pays neutre, glacial, peuplé de 5 millions d'habitants, a construit pendant 30 ans la machine la plus étrange du XXe siècle. Et quand elle a été retirée du service, personne au monde n'a jamais essayé de refaire la même.